Deux adolescents de 14 ans et 15 ans. Le premier abat froidement un chauffeur de VTC en plein cœur de Marseille. L'autre est poignardé et brûlé vif. Deux petits soldats au cœur d'une guerre des gangs où les narcotrafiquants recrutent des tueurs à gages à peine sortis de l'enfance. Un phénomène nouveau qui inquiète les autorités. Les jeunes garçons vont répondre à des annonces, non pas pour aller faire les vendanges ou même pour vendre de la résine de cannabis sur un point de deal, mais pour aller ôter la vie d'autrui sans aucun remords, sans aucune réflexion. Tout commence ici dans une cellule du centre pénitentiaire de Luynes. Un détenu recrute un adolescent de 15 ans sur les réseaux sociaux. Sa mission, incendier l'appartement d'un trafiquant dans une cité marseillaise. Mais l'opération tourne mal. Le corps de l'adolescent est retrouvé poignardé et brûlé au pied de cet immeuble. Le même détenu recrute un nouveau tueur à gages de 14 ans pour venger le premier. C'est à bord du VTC qui devait le mener jusqu'à la cité que l'adolescent abat le chauffeur d'une balle dans la tête. Un père de famille, impliqué dans aucun trafic et qui n'était pas la cible du tueur. Il reconnaît les faits qui lui sont reprochés, il reconnaît avoir tiré sur le chauffeur. En revanche, il explique que ce dernier a refusé d'obtempérer quand il lui a demandé d'arrêter et qu'il le menaçait avec l'arme et que le coup serait parti accidentellement. Le suspect de 14 ans sera incarcéré dans un centre pour mineurs loin des Bouches-du-Rhône pour assurer sa sécurité. Quant au commanditaire, il a été identifié et mis en examen pour association de malfaiteurs et complicité d'assassinat. Et pour parler de ce narcotrafic qui gangrène Marseille, qui s'étend peut-être à d'autres villes de France et de ces baby killers de la cité phocéenne, avec moi en plateau, Émilie Zapalski, spécialiste en communication de crise et en images, fondatrice de l'agence Émilie Conseil, Anne Sénéquier, psychiatre, codirectrice de l'Observatoire de la santé mondiale à l'IRIS, l'Institut des relations internationales, et Joachim Barbier, reporter au magazine Society. Merci d'être là. Et Jean-Michel Decugis, grand reporter au Parisien, co-auteur de ce livre que vous avez amené et qu'on va voir aussi en papier peint, comme on dit, Tueur à gages, enquête sur le nouveau phénomène des shooters. C'est aux éditions Flammarion et vous l'avez écrit avec Vincent Gautrono et Jérémy Famelé. C'est bien ça. Alors, je voudrais d'abord revenir sur la situation à Marseille. On a vu ce reportage de Nathalie Pérez sur ces adolescents baby killers. 60% des mis en examen pour les assassinats et tentatives d'assassinat liés au trafic de drogue ont entre 14 ans et 21 ans. Ce phénomène, est-ce qu'il est nouveau ou est-ce qu'on s'aperçoit qu'il existe ? Non, c'est un phénomène nouveau, mais qui est dans la suite logique, parce qu'il y a un rajeunissement de toute la chaîne du trafic, du narcotrafic, avec des guetteurs qui ont 12 ans, des charbonneurs, comme on dit, les vendeurs qui ont 14, 13 ans. Donc maintenant, la suite logique, c'est qu'on a des tueurs qui sont aussi très jeunes. Dans notre livre, on a entre 15 et 20 ans, jamais plus de 25, et c'est des gamins qui démarrent dans la délinquance. Ils se retrouvent avec des armes de guerre, ils ne savent pas les manier, ils sont totalement inexpérimentés, déstructurés, et ils sont victimes de caïds qui les manipulent, qui les recrutent sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas qu'à Marseille, hein, ça s'est étendu, il y a une multiplicité comme ça de types de tueurs sur la France entière. Parce que c'est parti effectivement de Marseille, il y a 2-3 ans, mais ça s'étend, ce mode opératoire s'étend sur toute la France aujourd'hui. On a des gamins, des Marseillais qui vont tuer en Île-de-France ou en région lyonnaise et vice-versa. Anne Sénéquier, est-ce que ça nous touche aussi, ça nous choque aussi parce que ça remet en cause l'image de l'enfant innocent et c'est exactement ça qui intéresse les cerveaux et les caïds, c'est qu'on ne se méfie pas a priori d'un enfant. Effectivement, après, c'est juste une petite aparté, c'est pas complètement nouveau. Quand on sort un petit peu de notre hexagone, l'enfant soldat, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, dans les conflits en Afrique, la guerre civile en Sierra Leone, c'est une main-d'œuvre jetable. Et aujourd'hui, quand on pense à ce narcotrafic, on sait très bien aussi qu'on ne produit pas la cocaïne sur le territoire, donc c'est international. Et ce qui se passe là-bas, finalement, dans la main-d'œuvre là-bas, on la reprend ici parce que c'est facile, c'est jetable.
maniable, c'est influençable, effectivement. Et puis, il faut se poser aussi la question, quelle histoire de vie, finalement, ont eu ces enfants, ont eu ces jeunes, pour qu'à un moment donné, ils fassent le choix de ce risque. Parce qu'il y a l'attrait. Finalement, ces enfants, ils sont un peu transparents à la société. Ils ne sont pas reconnus, ils ne sont personne. Et à côté de ça, on a les réseaux sociaux qui font fantasmer avec les marques, l'argent, et tout ça. Qui leur donne cette opportunité finalement à ces jeunes? Eh bien finalement, ça va être le premier qui va lui dire tiens, tu veux de l'argent, je t'en donne. Donc ils ont cette impression qui est clairement une illusion d'une reconnaissance, alors que de la part du narcotrafic, c'est clairement un mouchoir à papier. Je suis désolée, c'est malheureux à dire, mais c'est là où il va falloir reprendre les choses. Et vous parliez de votre livre Tueur à gages, et j'ai sorti moi un livre qui s'appelle L'anxiété de mon enfant, et en fait je remarque que c'est à l'extrémité des deux spectres qui entourent cette histoire. Si à un moment donné, on arrive à être tueur à gages à 14 ans, c'est qu'à un moment donné, personne ne s'est occupé de nous, justement, de notre ressenti anxieux. Donc je pense qu'il y a beaucoup de transversalité à travailler dans cette histoire. Effectivement, le narcotrafic, c'est important, c'est un des cadres de contraintes qui vient enserrer la vie de ces jeunes, mais aussi que ce soit l'éducation parentale. La parentalité, aujourd'hui, a été énormément oubliée. Il y a beaucoup de parents qui se trouvent démunis, ne sachant pas quoi faire avec leurs jeunes, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit l'aide sociale à l'enfance, la santé. Nous avons 700 pédopsychiatres en France. Enfin, à un moment donné, on ne peut pas faire des miracles avec rien. Donc, je pense qu'il faut commencer un petit peu à réfléchir de manière transversale. Joachim Barbier, de ce qu'on entend, et ça paraît assez logique finalement, ce que vous constatez aussi peut-être sur le terrain, c'est que c'est aussi forcément les enfants d'un certain milieu social qui sont touchés par ce phénomène. Oui, on ne recrute pas n'importe qui, on ne va pas recruter chez les enfants de bourgeois, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, il y en a, mais effectivement, si on regarde les statistiques, et même si c'est vrai sur le terrain, quand il nous arrive de faire les audiences de comparution immédiate, des enfants, alors pas pour les mineurs, mais comme sur les jeunes majeurs, quand il y a les enquêtes de personnalité qui tombent, c'est très rare d'avoir des jeunes avec un papa, une maman à la maison et qui travaillent et qui n'ont pas des difficultés sociales. C'est vrai que les chefs de réseau ou les commanditaires jouent sur la vulnérabilité, que ce soit les gamins qui sont choufs, qui sont tout en bas de l'échelle, ou alors pour ces tireurs. Là, ce qui m'a quelque part un peu secoué, c'était aussi la somme. C'est-à-dire que je crois que c'était 2 000 euros. Donc voilà, c'est-à-dire que pour 2 000 euros, il y a des gamins, effectivement, on joue sur cette déstructuration sociale parentale, et aussi sur leur naïveté, aussi cette volonté de vouloir faire partie de quelque chose, que ce soit une famille, que ce soit un groupe social, d'exister. En tout cas, mais pour 2 000 euros, effectivement, par les réseaux sociaux, qui sont aussi une composante du rajeunissement de cette main-d'œuvre. Donc voilà, il y a quelque chose un petit peu d'assez effrayant, quoi. Anne Sénéquier, on reviendra après, vous en parliez un peu des réponses qu'on peut apporter ou qu'on n'a pas apportées d'un point de vue politique, judiciaire. On en parlera aussi avec vous, Émilie. Mais d'abord, je voudrais quand même juste m'attarder encore un tout petit peu sur ces profils. En avril dernier, on découvrait aussi les vidéos de Matteo, 18 ans, suspecté de 5 meurtres. Cagoulé, rigolard, il racontait face caméra qu'il enchaînait les contrats. On a une absence de frein psychologique chez ces ados-là. Il n'y a plus d'empathie, il n'y a plus de frein, quoi. Ce qui est particulièrement effrayant là, chez Matteo, c'est qu'il se filmait avant d'aller tuer, il se filmait après, parce qu'on lui demandait d'ailleurs de prouver qu'il avait tué. Et c'est cette absence pratiquement de prise de conscience qui fait peur, c'est que la vie n'a plus aucune valeur, et que même après, quand il est interpellé, sa cellule est sonorisée, il a des conversations avec sa famille, son frère, son petit frère, qui l'a entraîné d'ailleurs dans la spirale, qui est aussi en prison. Eh bien, il n'a aucune prise de conscience, il est absolument pas dans le remords, la repentance, il espère sortir très vite, se venger, il parle de l'argent qu'il a gagné, qu'il a caché, voilà. Et lui, vraiment, il y a deux choses dans les motivations. Il y a l'appât du gain, certes, mais surtout, il a un sentiment d'héroïsation, d'appartenance à un groupe criminel. Il se rêve
en guerrier, vraiment. Il est gangster. Il se fantasme en guerrier. Et bon, je pense que... Enfin, il est un peu dans le virtuel. Hein. C'est un type qu'on sait qui jouait beaucoup aux jeux vidéo. Bon, et entre le jeu vidéo, on a l'impression que c'est une continuité de ce qu'il fait tous les jours, des cibles. En fait, ces cibles sont complètement déshumanisées. On n'a pas l'impression qu'il prend conscience qu'il tue des hommes mais des concrètement, femmes. il est fort probable qu'ils ne prennent pas conscience, en fait. Moi, je pense que c'est un profil très différent de ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et c'est ce sentiment de toute puissance et cette perte aussi, ou cette absence, finalement, du principe de l'altérité. Le principe de l'altérité, en psychologie, c'est le fait de reconnaître que en face, l'être en face de nous a des sentiments, a un ressenti. Profil différent. Et pas différent parce qu'on a quand même ce jeune qui tue un chauffeur de VTC qui n'a rien fait. Il y a des éléments. Il y a des éléments du même endroit. Celui qui a 14 ans, ses parents étaient trafiquants, sont en prison, il a été placé en foyer. Matteo, lui, c'est quelqu'un qui vient d'une famille plutôt aisée, qui vivait dans un pavillon à la piscine. Alors, par contre, son père l'a abandonné. Mais sur la notion de prix d'une vie humaine, on est quand même on est dans cette problématique, effectivement. Donc, il y a cette déconnexion entre le principe de réalité de la société et du monde, que ça soit virtuel ou fantasmé, qui se construisent. Mais c'est pas juste une cause, une conséquence. C'est tout un puzzle qu'il faut déconstruire. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette transversalité. Et on n'en a pas parlé, mais la figure de l'homme puissant avec une arme et cette masculinité quasi toxique, là, joue aussi, et notamment dans le monde du narcotrafic, de l'illégalité, où souvent à l'adolescence aussi, pour être un homme, il ne faut pas pleurer, il faut taper, il faut se bagarrer, et ainsi de suite. Donc, en même temps... qu'est-ce qu'on est en capacité de proposer à ces jeunes à ce moment-là, et est-ce qu'on les repère correctement? Est-ce qu'on a les moyens de les repérer? Parce qu'il y a tout plein de moments dans leur vie où on pourrait être présent, que ce soit à l'école. Je suis désolée, mais je pense qu'à l'école, déjà, il y a des signes qui peuvent alarmer. Il y a des psychologues scolaires à mobiliser. Il y a un service de soins également à mobiliser, une justice réparatrice, parce que taper plus fort, emprisonner plus jeune, c'est œil pour œil, dent pour dent. À quel moment ça a fonctionné, ça, dans l'histoire de l'humanité? Jamais. On a besoin d'une justice réparatrice. Ce que je voudrais dire, c'est que la plupart de ces tueurs à gages dont on parle, ils sont connus d'abord comme victimes. C'est-à-dire qu'avant de devenir tueurs, ils ont été victimes de violences intrafamiliales, ils ont été victimes de violences de la cité, parfois séquestrés, parfois torturés. Donc c'est des gamins qui sont passés par les structures judiciaires. Soit l'aide sociale à l'enfance, soit la protection judiciaire. Donc, il y a eu une défaillance du système qui est censé les protéger. Qui est censé les protéger et les prendre en charge. On va regarder des images pendant qu'on se parle des obsèques de ce chauffeur de VTC tué à Marseille, dans un règlement de compte qui visait à venger d'ailleurs un autre adolescent retrouvé lardé de coups de couteau, le corps brûlé. Dans ces images, on entend l'imam appeler à la fin de la tolérance. Joachim Barbier, les habitants de ces quartiers, ils n'en peuvent plus. Oui, et puis alors... On voit que historiquement, c'est quand même dans des quartiers où il y a un abandon de la présence de l'État. Vous allez dans les cités à Marseille ou dans d'autres cités, il reste l'école, mais sinon, il n'y a plus rien. Et effectivement, tout est lié. Il y a un certain nombre de renoncements, on peut le dire, des différents gouvernements. C'est-à-dire que là, il y avait des éducateurs, on va peut-être plus mettre d'argent parce que, est-ce qu'on peut capitaliser pour les prochaines élections? Non. Donc voilà, l'émergence du trafic, c'est le début des années 2000. Il y a aussi la fin de la police de proximité. Qui avait été voulu. Merci beaucoup. Joachim Barbier, vous me tendez la perche pour écouter Emmanuel Macron. On va continuer à en parler après, mais quand même, ça s'impose de l'écouter. Le chef de l'État, il était à Marseille le 19 mars. Le but, c'est de détruire les réseaux et les trafiquants. Et que les quelques-uns qui vous rendent la vie impossible s'en aillent. Vous avez près de 900 forces de police, de gendarmerie et de douaniers qui sont déployées depuis hier sur Marseille et qui, pendant des semaines, vont justement pilonner le territoire. L'objectif, c'est rendre la vie des trafiquants, des dealers, de toute la criminalité qui les accompagne impossible.
Donc, on avait une promesse de rendre la vie impossible aux dealers, aux trafiquants, un énorme déploiement des forces de l'ordre, le chef de l'État qui parle de pilonnage. Ça, c'était en mars, et on a le sentiment qu'il ne s'est rien passé ou que c'est pire qu'avant. Oui, et puis on peut même remonter avant, parce que de toute façon, tous les chefs d'État et tous les ministres de l'Intérieur ont exactement le même discours, avec la même doctrine. Et puis on est les champions d'Europe de la consommation. On voit que tous les pays qui nous ressemblent, les pays d'Europe de l'Ouest, vont plutôt vers une légalisation, une dépénalisation. La France reste sur la même doctrine depuis la loi de 71. Par curiosité, je crois qu'on l'a peut-être tous fait, mais une fois que Emmanuel Macron est parti, on s'est connecté sur les boucles Telegram des réseaux. Donc voilà. Donc, ils vous ont dit, les policiers sont encore là, on réouvre dans une demi-heure. Ah oui. Donc voilà, il n'y a pas de... C'est 40 ans que ça Pas dure. du tout impressionnant. Ça dure, et il y a une espèce d'enfermement mental à pas, d'une part, être capable d'organiser un vrai débat serein sur cette question, en sachant qu'il y a effectivement des gamins de 14 ans qui sont tués ou qui deviennent des tueurs à gages. Et donc, les différents gouvernements, quelle que soit la couleur politique, en France, on a l'impression qu'il y a une espèce de panique, sont toujours sur cette posture à la fois masculiniste, martiale, un peu viriliste. On envoie un escadron de CRS. Une semaine après, ils s'en vont, ou même une fois que les caméras sont parties, et on n'avance pas. Émilie. Oui, je pense que quand même, pour pardonner un petit peu les différents gouvernements, il y a probablement un peu de déni de la montée de ce phénomène, mais probablement aussi un peu d'impuissance. C'est-à-dire que pour attaquer le problème, et vous en êtes témoin, c'est-à-dire qu'il y a multi-aspects. Il y a l'aspect de comment on suit des victimes au fur et à mesure, que ce soit dans la justice ou dans la prison, comment on traite l'aspect psychologique, comment on traite l'aspect proximité. Donc on voit bien qu'il y a ça. Et en face, moi, ce qui me surprend, c'est qu'il y a beaucoup de communication. C'est peut-être ça qui fait mal aussi. On se souvient de Gérald Darmanin avec ses opérations Place Net XXL, donc grand ramdam, en effet, ça dure un certain temps. On s'en va et la situation reprend au même endroit où elle s'est arrêtée. Donc il y a cette bataille entre je fais de la communication pour rassurer, mais je traite pas la totalité des problèmes parce que ça m'échappe, et qu'en plus en ce moment ça va être compliqué parce qu'on a un Bruno Retailleau qui est décidé, ou en tout cas dans la communication, ministre de l'Intérieur, qui a décidé d'en découdre, et on a Didier Migaud, ministre de la Justice, qui est pas tout à fait dans la même posture. Alors on est habitué que les deux ministères s'opposent un petit peu, ou en tout cas discutaille sur ces sujets-là, mais ça va être compliqué. On va en débattre, ouais. Il y a quand même des signaux, parce que les proportions prises par ces phénomènes sont de plus en plus importantes. Les sénateurs s'emparent des choses en proposant des recommandations qui sont assez concrètes, assez directes, qui ne vont pas régler tout, mais qui permettraient d'avancer un cran. Sauf que là, on a eu une période d'instabilité politique qui fait que les narcotrafiquants, ils n'attendent pas, ils continuent, ils prospèrent. Et cette instabilité politique, avec la dissolution, les nouveaux ministères, et maintenant comment ils vont travailler, comment ils peuvent prendre en compte tout ça, on prend du retard. Et face à ce phénomène multi-aspect qui est difficile à traiter, et ces problèmes politiques, ça fait encore beaucoup. Vous avez constaté ça, c'est ce que dit Émilie, et ce que disait aussi Joachim, c'est qu'il n'y a plus du tout de crainte de l'autorité policière, judiciaire. On joue aux gendarmes et aux voleurs, finalement. Juste pour rebondir, en fait, moi, ça fait un peu plus de 30 ans que je suis journaliste, que je travaille sur ces problématiques-là. Bon, je n'ai vu qu'une détérioration de ces quartiers défavorisés. On a laissé le trafic de drogue s'enquister dans ces quartiers. En fait, vous avez une économie parallèle qui existe dans ces quartiers. Et aujourd'hui, les narcotrafiquants ont la main mise sur ces quartiers. Ça, c'est une réalité. Il n'y a plus, à part l'école et la police, dans ces quartiers, il n'y a plus rien. Et vous avez les trafiquants qui embauchent la main-d'œuvre de ces quartiers très défavorisés, très déshérités, qui payent des vacances aux gamins, etc. Donc, ils ont remplacé, si vous voulez. Voilà. Et aujourd'hui, on en est à un point où vous avez, cette semaine, la DZ Mafia, qui est le gang principal de Marseille, qui a fait une conférence de presse. Et ça, c'est totalement inédit dans la criminalité organisée en France, parce que ça existe, les cartels le font au Mexique, etc. Oui, c'est ça qui est nouveau. Et qui, d'égal à égal, avec les institutions,
se pose comme un interlocuteur des institutions en disant « Attendez, il faut que la justice fasse son boulot parce que ce n'est pas nous qui avons... » Comme une espèce de syndicat de la filière. Donc là, on est dans un truc, là, on est à franchi vraiment un cap. Et là, c'est un défi à l'État. Et franchement, si les autorités ne prennent pas conscience qu'il y a une révolution à faire, on va vers un État narco. C'est-à-dire, les magistrats, la commission d'enquête dont vous parliez, les magistrats l'ont clairement dit. Aujourd'hui, c'est le président du tribunal de Marseille a dit, on va vers une déliquescence du État de droit. Et pourquoi ? Parce que vous avez une asymétrie totale entre les moyens qui sont donnés à la justice et les moyens dont disposent ces trafiquants, qui est illimité. Oui, et pour le moment, on ne fait pas l'équilibre, hein, puisque le budget qui est présenté ne va pas dans le sens d'un renforcement. Et donc, il y a un vrai... Alors, on se disait tout à l'heure que ça n'était pas qu'à Marseille, que c'était aussi dans de plus en plus de villes. À Cavaillon, donc c'est toujours quand même dans le sud, 4 voitures de police incendiées cette semaine devant le commissariat. Représailles après une opération Place Nette, justement, anti-drogue. La CRS 81, cette fameuse unité spécialisée dans les situations d'urgence dépêchée par Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, et qui a communiqué avec ces mots. L'État, on va le lire ensemble, ne se laissera pas intimider et nous allons intensifier notre lutte contre le narco-banditisme. Est-ce qu'il faut développer, Joachim, cette CRS 81 quelque part, c'est-à-dire en faire une spécialité à grande échelle dans toutes les régions des forces de l'ordre? C'est médiatique. Retailleau fait de la posture et de l'image, comme M. Darmanin l'a fait, comme M. Valls. Voilà. En France, on est incapable d'imaginer autre chose que cette prohibition qui produit tous ces effets délétères, quoi. On voit bien que l'Allemagne a légalisé, le Luxembourg a légalisé, tous les pays, le Canada a légalisé. Le cannabis. Le cannabis. Le Portugal avait dépénalisé... Mais il n'y a pas que le cannabis, quand même. Oui, non, mais le Portugal avait dépénalisé toutes les drogues, il y a bien plus de 20 ans. Donc voilà, et tous ces pays ne reviendront pas sur ces ils l'ont associé avec une prise en charge globale, justement. Mais évidemment, parce que pourquoi... C'est pas le seul aspect, la légalisation. Non, mais je ne suis pas en train de dire que la légalisation résout tous les problèmes. Pourquoi le Portugal le fait? Ils ont un problème d'overdose. Ils ont, je crois, de mémoire, 350 overdoses par an, ce qui est beaucoup par rapport à la population. Ils sont passés à 38. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis tout le monde autour de la table, pas seulement les policiers, la justice, la santé, et puis pour essayer de trouver un problème. Là, la question du trafic de drogue, vous n'entendez jamais un ministre de la Santé en parler. C'est surtout une question de santé publique. On n'entend que le ministre de l'Intérieur. On a entendu 2 ministres cette semaine, si vous permettez. Oui, on va les écouter. Comme ça, on sait de quoi on parle. On va écouter Bruno Retailleau, justement, le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale. Et puis après, on écoutera Didier Migaud, le garde des Sceaux. Une des priorités du gouvernement, de mon ministère de l'Intérieur, avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux, de lutter contre le narcotrafic. Parce que c'est devenu une cause racine de toutes les hyperviolences. Et parce que le narcotrafic est en train de retirer sur un certain nombre de nos territoires, jusqu'à notre souveraineté, en corrompant un certain nombre de réseaux. C'est insupportable. Nous avions fait des propositions transpartisanes au Sénat. Dans une commission d'enquête, le président était un sénateur socialiste et le rapporteur était un sénateur LR. Il y a désormais un vecteur législatif. J'espère que nous l'utiliserons. Et ce matin, dans le Figaro, les Français réclament un tour de vis sécuritaire. Voilà, ça c'est la dernière enquête dans le Figaro sur cette question de la sécurité. Anne Sénéquier, est-ce que quand vous entendez le ministre de l'Intérieur, vous vous dites qu'il emploie les bons éléments de langage pour rassurer les Français ? Je ne sais pas si on est véritablement rassuré. Moi, quand je vois cette une, j'ai l'impression qu'on va nourrir encore l'extrême droite et quand on évoque cette nécessité d'intégrer l'éducation, le social et tout ça, on a une nécessité d'intégrer la population aussi. Ces jeunes qui se sentent rejetés par la société, l'école et tout ça, ils se sentent rejetés aussi par la population générale. Donc plus on va désigner un coupable, moins il va être en capacité d'être accepté aussi. Donc on a besoin aussi
c'est un miroir aux alouettes, cette histoire sécuritaire, tant qu'elle n'est pas accompagnée d'un plan véritablement transversal qui va transcender le temps politique pour véritablement s'attaquer aux racines de la problématique. Là, concrètement, on discutait hier là, du droit des mineurs qui a été lancé en 1945. Il y a eu 50 révisions, il a été révisé donc l'année dernière. Là, et déjà, la on fameuse est en train de... excuse de minorité. Voilà, c'est exactement ça. Donc, en fait, à chaque fois, on va taper sur le droit comme si c'était une baguette magique, mais ça ne fonctionne pas. À un moment donné, il faut vraiment... Ce qui est délicat, c'est qu'il y a les enjeux politiques et puis il y a les enjeux de l'action, en fait. Oui. Et c'est vrai que ces quartiers, moi, je pense que la drogue, c'est un point, la sécurité, c'est un point, vous avez dit, l'éducation aussi. Il y a tellement de choses à prendre en compte. L'État s'est retiré de ces quartiers, ne sait plus comment les réattaquer. Et électoralement parlant, c'est pas très vendeur. Alors, il y en a certains à l'extrême gauche qui s'en sont servis ces derniers temps pour avoir des nouveaux électeurs et de nouvelles voix, mais c'est toujours à des fins politiques et pas forcément pour attaquer toutes les facettes du problème, parce que ça demande de l'argent et ça rapporte pas beaucoup au niveau politique. À propos d'argent, le budget a augmenté, on l'a appris avec la présentation du projet de loi de finances 2025, il a augmenté pas mal pour l'intérieur, mais moins que prévu pour la justice. Écoutez, le garde des Sceaux sur le sujet, Didier Migaud, était hier devant l'Union syndicale des magistrats. Notre justice manque cruellement et depuis longtemps les moyens nécessaires, comme l'ont révélé les États généraux de la justice. Et si des efforts budgétaires importants ont été consentis ces dernières années, je sais que la justice n'est pas pour autant réparée. Jean-Michel Descugis, vous qui avez été sur le terrain, qui avez quasiment infiltré ces réseaux, quand on voit que finalement il y a deux poids deux mesures entre l'intérieur et la justice, que par ailleurs l'intérieur c'est la personnalité la plus à droite du gouvernement et qu'à la justice c'est la plus à gauche, est-ce qu'on ne fait pas complètement fausse route puisque on le disait tous autour de cette table, ils doivent travailler vraiment main dans la main, aller dans la même direction. Est-ce que mettre un couple comme ça à ces ministères clés, c'est pas une mauvaise idée de la part de Michel Barnier ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la justice, depuis des années, a très peu de moyens et qu'il suffit d'aller voir les comparutions immédiates dans les tribunaux pour se rendre compte que c'est une catastrophe. Et que la justice, aujourd'hui, la loi de la rue est plus rapide que la justice, qui est extrêmement lente. Vous avez des décisions qui sont prises très en retard, et c'est vrai que quand vous avez un gamin qui commence à délinquer, si vous le prenez 3 ans après, ça pose un problème. Si vous le prenez en charge 3 ans après. Mais oui, les syndicats de police sont beaucoup plus puissants que ceux des syndicats de magistrature. Les policiers sont beaucoup plus nombreux, donc ils sont beaucoup plus puissants. Ils ont plus d'argent. Et c'est toujours la police, effectivement, le ministère de l'Intérieur qui récupère la part du gâteau. Mais sur le terrain, dans des villes comme Marseille, c'est important d'avoir... C'est quand même pas un boulot facile. On se souvient du film... Bac Nord, on se rend compte aussi que sur le terrain, c'est compliqué, c'est important de revaloriser ces il faudrait... policiers. On parle beaucoup de répression, et évidemment aujourd'hui, en état où on est, dans le point, il faut de la répression, mais si vous ne prenez pas en charge les gamins quand ils sont repérés, et d'abord, il faut les repérer, ces gamins, et souvent, on ne les repère pas parce que ils sont en échec scolaire. Ça commence par l'échec scolaire, ça commence par des violences intrafamiliales, en général, des problèmes dans la famille. Ensuite, vous avez l'école où vous avez l'échec scolaire, et c'est là qu'il faut prendre ces gamins en charge. Mais il n'y a pas les structures pour ça, il n'y a pas l'argent pour ça. Et tant qu'on ne comprendra pas que c'est là qu'il faut mettre d'abord les moyens, enfin, pas seulement, mais d'abord les moyens, on n'avancera pas. C'est un plan global qu'il faut. Il faut, c'est de la répression, de la prévention, de la prise en charge dès le plus jeune âge. Il faut des foyers qui fonctionnent, qui soient vraiment, et pas des nids à délinquance. Parce qu'aujourd'hui, les foyers, on enlève les gosses des familles, mais pour les mettre dans des foyers qui sont plus criminogènes que les familles, que la cité, quasi. Parce qu'ils sont... Voilà. Donc, mais ces cités aussi, c'est un véritable trou noir urbanistique. Enfin, il faut les reconnecter à la ville, parce que dès qu'on rentre dans la cité, il ne se passe plus rien. Voulez, ça fait 40 ans qu'on entend ça. Oui, mais c'est vrai, mais c'est 40 ans que c'est vrai. Se détériore, et qu'aujourd'hui, on en est... Allez dans les quartiers, vous allez voir l'état... Alors, parfois, vous avez des bâtiments qui sont rénovés, etc. Mais le problème, si vous voulez, c'est que la misère, elle est là, et que
la criminalité organisée, son terreau, c'est la misère. Oui, Voilà. absolument. Et donc, tant qu'on en sera là, il n'y aura pas de... Oui, il y a tout un travail quand même, et il ne faut pas le nier, de rénovation urbaine. Il y a eu tout ce travail-là, mais c'est vrai que la difficulté, vous l'avez dit, c'est un plan global, en fait. Et on a du mal parce que les meilleurs signaux à donner, c'est l'aspect sécurité pour répondre à ce ressenti ou cette réalité d'insécurité que ressentent les Français et les Françaises, et un peu partout dans le territoire, parce que vous l'avez dit, il y a des grandes villes, mais il y a aussi quasiment partout, ça commence à arriver. Donc il y a ce sentiment. Le gouvernement ici essaie d'y répondre, mais en surface, quelque part, avec des premiers signaux de communication, mais il faut qu'ils aillent plus loin, il faut qu'il y ait un peu des actes, des mesures, de l'argent probablement sur la justice. Il faut quelque chose pour commencer à un électrochoc. Oui, peut-être, probablement. Joachim Barbier, le mot de la fin sera pour vous. Vous êtes d'accord avec Jean-Michel Descugis quand il dit que si on ne fait rien très vite, et d'ailleurs il y a un appel aussi des sénateurs marseillais, je crois, dans l'actualité là, de ces dernières heures, à agir très vite, c'est vraiment le terme, en urgence. On va vers ce que décrit Jean-Michel, une société narco Alors, on n'est pas encore le Mexique. anti-républicaine. C'est pas tout à fait. C'est quand même. On n'en est pas là. Il y a pas les candidats aux élections sont pas financés par les cartels. On décapite pas des maires parce qu'ils. Mais il y a quand même une course contre la montre. Cette notion d'urgence, oui, elle il y a des signes. Après, mais c'est vrai qu'après c'est pratiquement une question de modèle de société. Est-ce qu'on met de l'argent pour protéger la jeunesse, l'aider quand elle fait des conneries, ou alors on laisse tout ça germer, et puis à la fin alors tout ça c'est la prévention, mais du côté du répressif, on en parlait tout à l'heure avec Anne Sénété. Est-ce qu'il faut lever l'excuse de minorité, créer des structures pénitentiaires? Tout ça existe déjà. Pourquoi ça n'est pas appliqué? Pourquoi ça n'est pas efficace? Pardon ? Pourquoi ça n'est pas efficace ? Parce que là, on a vu, il y a une campagne pour de culpabilisation des consommateurs. Vous êtes complices. Ça ne marche pas. Alors d'une part c'est ringard, et voilà, il n'y a pas aucun effet. C'est juste le gouvernement donne l'impression de faire quelque chose, mais c'est beaucoup plus complexe. C'est complexe un enfant, c'est complexe un être humain. Donc quand on parle de ce fameux Mathéo, alors évidemment, il n'est pas un gamin de cité, mais peut-être qu'il y a un côté narcissique, un côté sociopathe, un côté qui fait que ces gamins, il va falloir un moment les aider. Merci à tous les quatre d'avoir été avec moi en plateau dans Arrêt sur Info pour évoquer ce sujet à la fois triste et passionnant.